Dans un monde rempli de décisions qui changent le destin, il existe des réalités parallèles qui peuvent être pires que la précédente. Surtout lorsque vous portez un fardeau comme notre protagoniste, qui a un grand secret. Commençons. Takuya Arima se repose sur le toit de l'école lorsque Eriko Takedo, l'attrayante infirmière scolaire, le réveille. Dans son style habituel, Takuya essaie de flirter avec elle, peut-être comme une façon de gérer la mort récente de son père, Kudai, qui a perdu la vie dans un éboulement lors d'une expédition de recherche. Plus tard, son disciple Yuki Masakatsu insiste pour qu'il rejoigne un club, mais Takuya ne manque pas l'occasion de se moquer de lui, suggérant qu'il veut seulement se rapprocher de Mio Shimazu, ce que Yuki nie avec véhémence. Mio, d'autre part, semble ne pas bien s'entendre avec Takuya, bien qu'elle continue à passer du temps avec lui en raison de son admiration pour les travaux de Kudai. Cependant, il semble y avoir plus derrière cette relation. Ayumi, la belle-mère de Takuya, travaille chez Geotechnics et est occupée à gérer les relations publiques en raison d'un projet de construction controversé. Alors que Takuya se prépare à organiser les affaires dans la chambre de son père, Kusu Ryusuji, un collègue de Kudai, se propose de continuer son travail. Ryusuji demande à Takuya si Kudai lui a laissé quelque chose récemment, mais il n'y a rien dont il se souvienne. En parallèle, Mitsuki Ichiju, une enseignante qui travaille maintenant comme secrétaire de Ryusuji, laisse entendre qu'elle pourrait aider Takuya à surmonter sa tristesse due à la perte de son père. Sur le chemin du retour, Kaori Asakura, une journaliste, interviewe Takuya alors qu'une manifestation se déroule dans les rues. En arrivant chez lui, Takuya découvre un paquet étrange qu'il espérait être quelque chose de plus banal. Mais à la place, il trouve un artefact mystérieux. Peu après, il reçoit un appel téléphonique, mais personne ne répond de l'autre côté. Plus tard, il voit aux informations qu'un éclair est tombé sur le chantier où travaille Ayumi et il se rend rapidement sur place. Bien qu'il y ait des blessés parmi les travailleurs, Ayumi est en sécurité. Cependant, Takuya ne supporte pas l'arrogant Hideo Toyotomi, son assistant. À l'école, Eriko présente une nouvelle élève transférée, Kana Hatano. Dans une tentative de plaisanter, Takuya se déshabille devant elle, surprenant la classe, mais Kana ne montre aucune réaction, ce qui intrigue tout le monde. De retour à la maison, Takuya reçoit un deuxième paquet, cette fois avec un livre écrit par Kudai intitulé Théorème constitutif des mondes parallèles. À l'intérieur du livre, il trouve une illustration qui correspond à l'artefact, ainsi qu'une lettre de son père suggérant qu'il n'est pas mort, mais disparu. Suivant les instructions de la lettre, Takuya se dirige vers le cap avec l'artefact, espérant trouver son père. Sur place, il rencontre une mystérieuse elfe nue qui disparaît rapidement. Peu après, Ryusuji et Ayumi le rejoignent au cap. Ryusuji sort une arme et exige l'artefact, révélant que celui-ci permet de voyager dans le temps et que Kudai et la mère biologique de Takuya pourraient vivre dans un autre monde. Alors, un phénomène étrange se produit, un éclair tombe et Takuya ressent une forte douleur à la tête. Quand il se remet, Ryusuji a disparu. Takuya rentre chez lui et s'endort. Le lendemain, à l'école, il voit Ryusuji qui semble ne se souvenir de rien de ce qui s'est passé la nuit précédente. Takuya commence à expérimenter avec l'artefact et découvre qu'il lui permet de revenir à un point de sauvegarde dans le temps en conservant les objets qu'il porte avec lui. Cela le conduit à se rappeler les explications de Kudai sur la façon dont les décisions génèrent des mondes parallèles. Bien que fascinant, cela s'avère difficile à comprendre. Pendant qu'il nettoie la chambre de Kudai, Mio et Yuki trouvent un article écrit par lui qui mentionne la théorie du cycle de 400 ans. Ce travail était si controversé qu'il a conduit la communauté académique à le rejeter. Plus tard, au Cap, ils voient Kana faire quelque chose de suspect. Bien que Mio la confronte, Kana refuse de révéler ce qu'elle faisait. En rentrant chez eux, ils observent Toyotomi se faire confronter par des travailleurs qui refusent de continuer dans un projet aussi dangereux. Bien que Toyotomi essaie de s'excuser, Mio, en tant que fille du maire, le menace d'en informer son père, ce qui le pousse à paniquer et à s'enfuir. Cette nuit-là, Takuya sait qu'Ayumi travaillera tard, alors il décide de lui rendre visite à l'entreprise. Il fait chanter le garde de sécurité qui, bien que réticent, lui indique où se trouve Ayumi. Dans un entrepôt, Takuya découvre qu'une paire de voyous menace Ayumi pour qu'elle remette des documents. Utilisant l'artefact comme un point de sauvegarde, Takuya essaie d'intervenir plusieurs fois pour la sauver, mais il finit toujours par être frappé. À une occasion, il essaie même de les renverser avec son scooter, mais échoue à nouveau. Finalement, Toyotomi apparaît de manière inattendue et parvient à la sauver. Quelques coups de poing simulés suffisent pour que les voyous s'enfuient. Il semble que Toyotomi voulait passer pour le héros aux yeux d'Ayumi. Takuya rentre chez lui couvert de bleu, et bien qu'Ayumi soit inquiète de son imprudence à affronter les voyous, elle est aussi heureuse qu'il ait essayé d'être courageux et de la sauver. Avec ses blessures visibles, Takuya pense qu'il a une excuse parfaite pour manquer les cours d'été.
Il décide de profiter de son ami Yuki en lui demandant de le remplacer. À l'infirmerie, Takuya rencontre Kana, qui porte un accessoire qui lui semble familier, lui rappelant une fille qu'il a connue dans le passé. En lui posant des questions à ce sujet, elle l'appelle sa flamme de vie. Plus tard, Mitsuki s'approche de Takuya pour lui parler du comportement étrange de Ryuzuji ces derniers temps, bien que les blagues de Takuya n'aident pas beaucoup. Mitsuki lui demande de surveiller Ryuzuji discrètement. Ayumi appelle Takuya, lui demandant de lui apporter des documents qu'elle a oubliés à la maison. Lorsqu'il arrive, à Geotechnics, Toyotomi essaie de s'occuper de la livraison, mais Takuya ne lui fait pas confiance et décide de les remettre personnellement à Ayumi. Cependant, Toyotomi profite d'un moment d'inattention pour prendre les documents sans que personne ne le remarque, juste au moment où Ayumi se dirige vers une conférence de presse. Lors de cette conférence, Ayumi tente de calmer l'opinion publique en assurant que Geotechnics donne la priorité à la sécurité, mais elle fait face à de vives accusations. Certains suggèrent que leurs constructions ont provoqué la colère des dieux, augmentant ainsi la tension. Même après la conférence, quelqu'un lui lance des œufs en pleine rue. Ayumi, déterminée à redorer le blason de l'entreprise, accepte une interview à la télévision avec Kaori. Cependant, celle-ci devient hostile avec des questions incisives qui acculent Ayumi, la laissant visiblement affectée. Cette nuit-là, Ayumi rentre chez elle ivre, déversant ses frustrations devant Takuya. En larmes et avec une attitude enfantine, elle montre à quel point elle est épuisée. Lorsqu'elle se calme, elle révèle ses peurs et ses doutes quant à sa capacité à continuer son travail. Dans un moment de vulnérabilité, elle étreint Takuya et pleure inconsolablement en cherchant un peu de réconfort. Takuya fait un cauchemar dans lequel Ayumi, épuisée partout, décide de se suicider. Il se réveille en sursaut et part à sa recherche. Sans le vouloir, il la trouve nue dans la salle de bain, ce qui crée un moment gênant. Pendant ce temps, Mio découvre que son père va la transférer dans une école internationale aux États-Unis la semaine prochaine. En raison de la pression croissante dans la ville, il ne veut pas que Mio s'implique davantage, une décision qui semble irrévocable. En chemin vers l'école, Takuya croise Kaori qui lui demande des nouvelles d'Ayumi. Elle enquête sur Geotechnics et a entendu des rumeurs de collusion entre l'entreprise et le maire. Bien qu'elle essaie d'obtenir des informations de Takuya, celui-ci se montre réticent et refuse de trahir Ayumi. À l'école, Takuya reçoit un appel urgent. Le département juridique de Geotechnics essaie de localiser Ayumi, mais ils n'ont pas réussi à la joindre de toute la journée. Bien qu'ils ne révèlent pas beaucoup de détails, ils laissent entendre que la situation pourrait évoluer en une affaire criminelle. Alarmé, Takuya se précipite chez lui, mais ce qu'il trouve le rend furieux. Ayumi et Toyotomi sont ensemble dans une scène compromettante. La tension monte lorsque Takuya, aveuglé par la rage, tente de s'en prendre physiquement à Toyotomi, mais est arrêté par Ayumi qui le réprimande sévèrement, allant même jusqu'à le gifler. Déconcerté et blessé émotionnellement, Takuya quitte la maison. Il se réfugie dans un café jusqu'à ce que Kaori apparaisse, lui offrant plus d'informations. Elle l'invite à son hôtel, où elle lui révèle que des documents confidentiels de Geotechnics ont été volés. Il existe des soupçons qu'Ayumi les ait vendus à une entreprise rivale. Bien que Kaori pense qu'Ayumi est incriminée, elle a besoin de preuves pour le démontrer. Elle demande à Takuya d'échanger la carte d'accès d'Ayumi contre une fausse, ce qui lui permettra d'enquêter dans les bureaux de Geotechnics sans être détecté. Takuya hésite, se souvenant de la façon dont l'interview de Kaori a publiquement embarrassé Ayumi. Cependant, il commence à soupçonner que Toyotomi est le véritable coupable, et qu'Ayumi agit sous la menace. Avec cette idée en tête, il rentre chez lui, mais un étrange pressentiment l'envahit. En entrant, il trouve Ayumi dans la salle de bain avec les poignets coupés, l'eau coulant encore. La scène le laisse dévasté. Takuya revient au moment où il est sur le point de commencer l'examen, décidé à changer le destin. Cette fois, il confronte Toyotomi avant qu'il n'attaque Ayumi et le frappe, réussissant à l'expulser et le menaçant de ne pas revenir. Cependant, en rentrant chez lui, il se retrouve face à Ayumi, qui s'est pendu. Ce retournement de situation l'oblige à revenir dans le temps à nouveau et à essayer une autre approche. Il décide d'emmener Ayumi loin de tout, mais en essayant de lui expliquer que tout était un piège de Toyotomi, elle perd son calme. Dans son désespoir, elle se jette devant un camion. Peu importe ce qu'il fait, Ayumi continue de trouver des moyens de mettre fin à sa vie, devenant un cycle tragique qui semble sans fin. Face à cette situation, Takuya étudie les notes de son père sur les théories scientifiques et le concept du destin. Il décide qu'il ne permettra pas que cela prévale et passe à l'action. Il va voir Kaori et lui remet la carte d'accès, recevant en échange des informations compromettantes. Ensuite, il confronte Toyotomi avec des photographies qui prouvent ses plans. L'affrontement se termine lorsque Toyotomi tente de fuir, mais Kaori le neutralise, avertissant qu'ils ne peuvent pas faire appel à la police car les médias déformeraient tout.
Takuya rentre chez lui juste à temps pour empêcher Ayumi de se faire du mal. Après une lutte et une discussion animée, Takuya la calme en lui assurant qu'il sera toujours là pour la protéger, même si cela signifie défier d'autres dimensions ou mondes. Sa détermination parvient à apaiser Ayumi, marquant un moment crucial dans leur relation. Takuya retourne à sa routine scolaire. Peu de temps après, Kaori le contacte avec des informations sur Toyotomi, qui démissionnera et déménagera dans quelques jours. Cependant, elle a besoin de son aide pour s'infiltrer dans les bureaux de Geotechnics. Tandis que Kaori entre par la porte principale, Takuya doit passer par l'arrière. Avec un peu de chance et la négligence des gardes distraits, ils parviennent à avancer. Une fois à l'intérieur, Kaori révèle le véritable objectif de Geotechnics, creuser et étudier une roche appelée Saikita. Ce minéral, découvert sous le mont Sankaku, réagit à l'esprit humain, générant de grandes quantités d'énergie, mais perd ses propriétés lorsqu'il est exposé à l'air. Le travail d'Ayumi consiste à le cristalliser de manière adéquate. Cependant, Toyotomi prévoit de voler le Seishite et Kaori persuade Takuya de briser la vitrine et de le rendre responsable des dégâts. En le faisant, Takuya est frappé par Kaori, révélant qu'elle travaille avec Toyotomi pour voler le minéral. Cependant, grâce au fait qu'il avait précédemment mémorisé cette partie, Takuya parvient à prévoir la situation lorsque cela se reproduit. Bien que Kaori l'attaque, il se défend mieux cette fois-ci et parvient à les faire révéler leur plan en utilisant un émetteur caché pour que les gardes entendent tout. Finalement, Toyotomi et Kaori sont arrêtés après la résolution. Ayumi remercie Takuya de l'avoir protégé et explique que Kudai, son père, était obsédé par l'étude du Saikite, motivé par son amour pour sa première épouse. Soudain, Takuya commence à s'évanouir devant Ayumi. Elle comprend que sa présence dans ce monde était destinée à se terminer et il disparaît. Takuya rencontre Kudai, qui lui explique des concepts sur la correction du chaos et l'impossibilité de résister à la causalité. Étant donné que Takuya n'appartient pas à cette ligne temporelle, il sera renvoyé au début avec de petits changements. L'arbre mystérieux de Brinda, qui domine le flux du temps et des événements, semble régir tout ce qui s'est passé. Avant de disparaître, Kudai lui rappelle que la causalité gouverne tout dans ce monde. Takuya revient au point de départ. Juste au moment où il est sur le mont Sankaku, après avoir ressenti une forte migraine, certaines scènes familières se répètent, comme Mitsuki l'avait commenté, commentant sur le comportement étrange de Ryuzuji. Peu de temps après, Takuya, Mio et Yuki reçoivent une invitation pour visiter la maison de Ryuzuji. Kana, quant à elle, refuse de se joindre à eux, affirmant qu'elle perçoit quelque chose de différent en lui. Le groupe est accueilli par la mère de Ryuzuji qui, en voyant son fils, réagit avec peur et s'enfuit, assurant qu'il n'est plus le même. Ryuzuji explique que sa mère souffre d'Alzheimer et ensuite il leur montre une tapisserie ancienne. L'illustration sur la tapisserie semble montrer des personnes brûlées par une lumière étrange. Pendant que Mio réalise un croquis de la tapisserie, Ryusugi appelle Takuya à part pour parler en privé. Dans cette conversation, Ryusugi révèle des fragments de son passé avec Kudai. Tous deux ont étudié à la même université, partageant l'objectif de percer des mystères historiques qui n'apparaissent pas dans les manuels scolaires. Cependant, Kudai a été expulsé après avoir publié un article controversé. Plus tard, Ryusuji l'a invité à poursuivre ses recherches à l'université, où travaillait également Yuki Imagawa, une physicienne spécialisée dans les champs magnétiques et gravitationnels. Éventuellement, Ryusuji a centré ses recherches sur les humains, tandis que Kudai s'est intéressé à l'immortalité. Dans ses recherches, Imagawa a laissé des notes sur une femme qui vivait en réclusion près de Ken Nomizaki. Il s'agissait d'une femme blonde, à la peau pâle et aveugle, connue sous le nom de Keiichia, qui a ensuite changé son nom en Eriko et est devenue la mère de Takuya. Malgré sa condition, elle a pris soin de Takuya, qui était un enfant maladif. Cependant, Takuya admet qu'il se souvient peu de cette époque. Ryusuji lui demande si Kudai lui a laissé quelque chose d'important, mais Takuya nie en avoir connaissance. Soudain, Takuya commence à se sentir lourd et étourdi, reconnaissant que Ryuzuji essaie de le manipuler d'une manière ou d'une autre. Ryuzuji mentionne que Takuya est capable de résister à l'effet de quelque chose appelé Niarb. La tension se termine lorsque les amis de Takuya interrompent. Avant de partir, la mère de Ryuzuji les escorte vers la sortie, les laissant avec une phrase intrigante. Les hirondelles et les moineaux ne comprennent pas les oies et les cygnes. Mio enquête sur la signification des mots de la mère de Ryuzuji. Elle conclut que la phrase suggère que les personnes insignifiantes ne peuvent pas comprendre les pensées des personnes importantes. Pendant qu'elle réfléchit, elle entend son père avoir une conversation suspecte et peu après, il lui annonce qu'elle devra étudier à l'étranger. Parallèlement,
Eriko se moque de Takuya, lui offrant le meilleur massage pour guérir son mal de tête. À la surprise de Takuya, il ne s'agit pas de quelque chose de compromettant, mais simplement d'une chaise de massage. Pendant la conversation, elle explique que Niarb est un type d'hypnose dans lequel la personne est consciente mais incapable de reconnaître qu'elle est sous son effet. Plus tard, Takuya rencontre Mitsuki et commence à soupçonner qu'elle et Ryuzuji sont hypnotisés. D'un autre côté, Mio découvre quelque chose en rapport avec la tapisserie et convoque Takuya dans sa chambre. Elle pense que la tapisserie représente une porte vers un autre endroit et mentionne quelque chose à propos d'un village appelé Takanoa Mahara. Ils prévoient d'aller au mont Sankaku pour enquêter davantage, mais pendant que Mio se change, Takuya la voit accidentellement, ce qui la met en colère. La situation s'aggrave lorsque le père de Mio frappe à la porte, convaincu qu'il y a un garçon dans sa chambre. La tension atteint son paroxysme lorsque le père menace d'utiliser un fusil pour défoncer la porte. Heureusement, Yuki arrive à ce moment-là, le distrayant et permettant à Takuya de s'échapper. Au mont Sankaku, Mio et Takuya commencent à creuser à la recherche de la supposée porte. Cependant, Mio se tord la cheville, ce qui oblige Takuya à arrêter la recherche et à la ramener à l'école pour soigner sa blessure. Pendant le trajet, Mio révèle des informations compromettantes sur la corruption de son père en collaboration avec Geotechnics, en plus de partager son départ imminent du lieu. Takuya la soutient, mais leur conversation est interrompue. Lorsque Mitsuki apparaît, la tension entre les deux est palpable. Mitsuki accuse Mio de s'approcher d'elle, avec l'intention de rompre sa relation avec Takuya. Mio le nie, mais sa réaction émotionnelle ne fait que renforcer le soupçon de Mitsuki qu'elle est amoureuse de Takuya. La situation se complique encore plus lorsque Yuki, qui entend la discussion, est visiblement affecté. Le lendemain, la situation se détériore. Mio a l'impression que Takuya l'a trahi. Alors que des affiches apparaissent dans toute la ville dénonçant le maire, les événements commencent à prendre une tournure inattendue, laissant tous les impliqués dans une situation d'incertitude. Takuya arrache les affiches qui diffament le maire. Une violation de la liberté d'expression? Selon lui, la liberté d'expression n'est valable que pour ceux qui sont responsables de leurs paroles. Alors que la presse poursuit le maire, d'autres parlent mal de Mio dans son dos. Takuya essaie de lui parler, mais il n'y parvient pas. En discutant avec Mitsuki, il essaie de déduire qui pourrait bénéficier de l'absence de Mio, mais cela fait que ses paroles sonnent comme s'il décrivait Mitsuki. Après tout, elles sont toutes deux amoureuses du même homme. Cependant, Takuya n'y croit pas, car il considère que Mitsuki ne recourait pas à quelque chose d'aussi lâche. Peu après, les nouvelles annoncent que le maire a présenté sa démission, ce qui pousse le conseil municipal à retirer tout son soutien à Geotechnics. Takuya se trouve devant la maison de Mio, où il y a une foule de journalistes. Yuki, angoissé, lui raconte que Mio s'est enfui. Il était là avant et la servante lui a expliqué que Mio avait laissé une lettre adressée à son père avant de partir. Avec Mitsuki, ils commencent tous les trois à la chercher dans la ville. Grâce à une rencontre fortuite avec Kana, Takuya devine où elle pourrait être. Au mont Sankaku. Mio était obsédé par cet endroit, quelque chose qu'il aurait dû considérer plus tôt. Bien que l'endroit soit dangereux et interdit, la disparition de Mio est une priorité plus grave. Au mont Sankaku, il trouve un tunnel creusé et il est évident que Mio y est entré. Takuya demande à Yuki de rester en surveillance, mais celui-ci se plaint et avoue que toute la situation est de sa faute. Il admet que c'est lui qui a placé les affiches parce qu'il était jaloux après avoir entendu ce qui s'était passé. Takuya, en colère, le frappe et promet de ramener Mio pour que Yuki puisse s'excuser auprès d'elle. Finalement, les garçons entrent dans le tunnel tandis que Mitsuki reste en surveillance à l'extérieur. Au fond de la grotte, ils trouvent une pièce étrange avec des os humains qui les mettent en alerte. En s'enfonçant plus dans la grotte, ils trouvent le sac à dos de Mio. Yuki, paniqué, court vers l'avant. Mais le sol s'effondre et il finit empalé par des barres de métal. La seule façon de le sauver est de remonter le temps. En sortant de la grotte, cette fois Takuya oblige Yuki à rester à l'extérieur, lui assurant qu'il ne veut pas qu'un incapable le gêne. Maintenant, Takuya descend avec Mitsuki. En arrivant au même point, le sol s'effondre à nouveau, mais cette fois, ils parviennent à être en sécurité. Alors qu'ils avancent, ils trouvent un cadavre plus récent. Selon quelques notes, c'est le corps d'Imagawa. Elle explorait ces ruines et croyait en la théorie du cycle de 400 ans de Kudai, qui suggère que des événements ont collisionné et ont conduit les humains à importer technologie et culture d'une dimension supérieure. Imagawa mentionne également un dispositif que Kudai lui a remis et qu'elle a appelé le dispositif réflecteur, le même que Takuya porte avec lui. À ce moment-là, Mitsuki change de comportement. Elle exige que Takuya lui remette le dispositif et sort une arme. Elle tire un coup de ce monstre, mais Takuya comprend qu'elle est sous le contrôle du Niarb de Ryuzuji.
Bien que Mitsuki essaie de résister, le mal de tête est insupportable et elle finit par perdre le contrôle. Takuya s'enfuit et étrangement se cache dans un cercueil, mais le sol cède et il tombe. Heureusement, il atterrit dans un lac souterrain où il rencontre Mio. Les roches de l'endroit émettent une lueur et Takuya en déduit qu'elle pourrait être du Saikita. Alors qu'il cherche une sortie, Mio lui dit qu'elle a déjà essayé sans succès. Il parle des diffamations contre son père, et Mio révèle qu'elle savait que ce n'était pas lui, mais Yuki qui était derrière tout cela, en se basant sur la façon dont il a parlé. Mio, effrayée par la solitude et convaincue que seule la mort les attend, demande à Takuya un baiser comme souvenir de leurs derniers moments ensemble. Cependant, Takuya embrasse seulement son front, lui assurant qu'il ne permettra pas que ce soit leur dernier souvenir, et promettant qu'ils sortiront vivants. Bien que Takuya envisage d'utiliser le dispositif réflecteur, il décide de ne pas le faire car il ne se souvient pas du chemin qui l'a mené là. Plus tard, il entend une voix qui l'appelle, lui assurant qu'elle est avec lui. À sa surprise, il semble que ce soit la voix de sa mère. En examinant derrière la cascade, Takuya trouve un bijou qu'il reconnaît comme l'une des pièces manquantes du dispositif réflecteur. Face à la curiosité de Mio, il lui explique brièvement ce dispositif et le concept des voyages dans le temps, bien que Mio ait du mal à le croire. Elle semble plus préoccupée par quelque chose en particulier. Si Takuya remonte dans le temps, cela signifie-t-il que le baiser qu'ils ont partagé ne se produira pas? Son inquiétude est évidente, mais Takuya reste concentré. Il découvre bientôt une sortie derrière la cascade. Quelque chose que Mio n'avait pas remarqué auparavant. En chemin, Takuya ramasse une vieille épée rouillée par précaution. Suivant un étrange bourdonnement, ils arrivent dans une salle où ils trouvent une gigantesque machine. Bien qu'ils ne comprennent pas immédiatement son but, Mitsuki apparaît pour donner une explication. Selon elle, il s'agit d'un générateur de rayons qui s'active lorsque le Seikit est retiré du sol, ce qui correspond à ce que la tapisserie décrivait. Mitsuki insinue également que la machine était déjà connue, mais qu'ils ne savaient pas comment y accéder, et grâce aux recherches de Mio, ils y sont maintenant parvenus. Cependant, les rayons commencent à se générer, signe que Geotechnics a repris son travail. Pendant ce temps, Kana trouve Yuki et lui avertit qu'ils doivent faire quelque chose pour éviter que les personnes sur le site de construction ne soient en danger. Tous deux retournent à l'endroit où ils essaient d'arrêter Toyotomi, qui continue de forcer les travailleurs à poursuivre malgré le risque. Lorsqu'un éclair manque de peu de frapper l'un d'eux, Toyotomi s'enfuit en blâmant les autres pour la situation. D'un autre côté, Mitsuki lutte contre l'influence du Niarb de Ryusugi. Malgré ses efforts, elle se rend compte qu'elle ne peut pas lui désobéir et, dans un acte désespéré, demande aux jeunes de prendre soin les uns des autres avant de se tirer dessus. Comme si cela n'était pas suffisamment tragique, une dalle tombe sur elle, laissant une scène de mort déchirante. Mio insiste pour que Takuya utilise le dispositif de réflexion pour remonter le temps et sauver Mitsuki en échange de la promesse d'un vrai baiser la prochaine fois. Cependant, Takuya refuse, inquiet de ce qui pourrait arriver à Mio s'il abandonne cette ligne temporelle. Ils décident de suivre un chemin qui les mène au fond d'un puits, où Kana, prévoyant leurs mouvements, leur lance une corde pour les aider à sortir. Une fois dehors, Yuki avoue et s'excuse auprès de Mio pour tout ce qui s'est passé, qui accepte ses excuses sans rancune. Juste à ce moment-là, Takuya commence à disparaître. Il comprend que ce n'est pas sa ligne temporelle et promet de sauver Mitsuki dans une autre. Avant de partir, il rencontre une fois de plus son père, qui lui conseille d'utiliser son intellect et lui donne l'occasion de donner des indices sur la véritable nature de Ryusugi. Takuya cède qu'il découvrira bientôt la vérité. Le récit commence juste au point de départ. Takuya appelle Mitsuki, soulagé qu'elle soit vivante et en sécurité. À l'école, il décide de rendre visite à Eriko, qu'il trouve en train de dormir par terre sous le lit et, à sa surprise, sans vêtements. Pendant qu'elle dort, elle pleure et murmure qu'elle ne veut pas rester seule. À son réveil, elle confond Takuya avec quelqu'un appelé Abel. La situation devient inconfortable lorsque Mio et Yuki entrent, découvrant une scène propice au malentendu. Mio, furieuse, s'en prend à Takuya, qui tente d'expliquer ce qui s'est passé tandis qu'Eriko clarifie le malentendu. Plus tard, Takuya parle avec Mitsuki du comportement de Ryusugi, ce qui le conduit à se cacher dans le placard de son bureau pour espionner une conversation. À sa grande surprise, Eriko avait également la même idée, ce qui rend l'espace inconfortablement étroit. Mitsuki demande à Ryusugi s'il a changé, mais il répond que c'est elle qui a changé, suggérant qu'elle se ment peut-être à elle-même et qu'elle pourrait avoir des sentiments pour lui. Ryusugi l'enlace, et bien que Takuya ne puisse pas voir clairement car il est écrasé contre Eriko, il s'inquiète pour Mitsuki. Eriko lui assure qu'il doit oublier Mitsuki, car elle disparaîtra bientôt. Après que tout le monde soit parti, Eriko emmène Takuya dans un café, où elle lui montre Ryusugi rencontrant Kaori. Bien que cela ne surprenne pas Takuya, cela confirme les soupçons d'Eriko à son sujet. Ensuite,
Elle l'emmène chez Ryusugi, où sa mère décide de partager des informations importantes avec eux. Cependant, à leur arrivée, ils trouvaient la femme pendue. Tout indique que Ryusugi l'a réduite au silence pour protéger ses secrets. En entendant une voiture s'éloigner rapidement, Eriko la poursuit agilement comme une ninja jusqu'à ce que le véhicule percute un poteau. En atteignant l'endroit, Takuya découvre avec horreur que la conductrice est Mitsuki qui est inconsciente. Eriko ramène Takuya à l'infirmerie. Il reste à ses côtés jusqu'à ce qu'elle se réveille. Lorsque Takuya va chercher plus de bandages, Mitsuki le frappe avec un extincteur. Il profite du temps pour faire un point de sauvegarde. Attaché et présenté devant Ryuzuji, Takuya voit Eriko droguée et Ryuzuji mentionne que lui et Eriko sont de vieux amis et pensait qu'ils seraient en sécurité après la mort d'Abel. Lorsque Mitsuki lui montre un bijou, la réaction de surprise de Takuya montre qu'il connaît le dispositif réflecteur et Ryuzuji veut qu'il le remette. Son derrière est le prochain objectif car Takuya revient à ce point de sauvegarde. Il parvient à esquiver l'extincteur de Mitsuki et Eriko revient pour la renverser. Ensuite, Eriko emmène Takuya à l'entrepôt de Ryusugi et ils creusent un mur caché. Là, ils trouvent des os humains. Cependant, il n'y a pas de torse. On pense que c'est le corps d'Abel avec l'âme de Ryusugi à l'intérieur. Le corps de Ryusugi a été possédé par quelque chose d'autre, un criminel dimensionnel éternel, des êtres de pure pensée qui voyagent entre les dimensions pour interférer avec les événements. Eriko vient d'un futur parallèle et est là pour arrêter cet être. Elle et Abel étaient amants et scientifiques enquêtant sur l'arbre de Brinda. En raison de la ramification des possibilités, leur objectif est de trouver la racine de la source. Abel pensait avoir trouvé la vérité, mais à la place, il est tombé sur le criminel. Il a essayé de fuir, mais il a été possédé. Abel est revenu changer, au grand désarroi d'Eriko. Après avoir détruit le laboratoire, il s'est enfui dans une autre dimension à travers le corps d'Abel, puis s'est transféré à Ryuzuji. Eriko emmène Takuya derrière la tapisserie, une machine qui permet de voyager entre les dimensions par laquelle le criminel s'est échappé, mais qui est maintenant cassée. C'est la raison pour laquelle elle recherche Takuya. Ryuzuji apparaît et bien qu'Eriko lui tire une balle dans la tête, il reste en vie. Eriko pense que le corps n'est qu'un corps et qu'il a une limite de dommages qu'il peut supporter. Avant qu'elle ne puisse tirer davantage, Mitsuki la renverse. Ryuzuji et Takuya se tirent dessus, mais Mitsuki s'interpose. Sentant que le corps est à sa limite, Ryuzuji s'enfuit. La mort de Mitsuki apporte du drame car elle lui avoue qu'elle l'aime et lui remet un bijou. Après sa mort, Eriko dit que peu importe dans quel monde elle va, c'est le destin de Mitsuki de mourir, donc il ne pourra jamais changer cela. Takuya commence à disparaître à mesure que le chaos se corrige. Eriko efface ses souvenirs d'elle et de Ryusugi parce que ce dernier le poursuivra s'il sait qui elle est. Une fois de plus, Takuya entend la leçon de Kudai sur la causalité. Il en a assez d'entendre la même chose, mais cette fois, il lui dit de chercher Kana, car elle sera celle qui lui montrera le chemin. Et un nouveau chemin s'ouvrira une fois qu'il aura réuni les 8 joyaux. Il en a déjà 7. Donc, retour au point de départ. Et cette fois, Takuya ne perd pas de temps à affronter Kana. Il va tout lui raconter à son sujet. Takuya essaie d'en savoir plus sur Kana. Mais la seule chose qu'il découvre, c'est qu'elle aime les plantes et déteste l'océan. Bien qu'elle le regarde souvent, elle affirme que c'est son devoir. Avec Kana fiévreuse, Takuya l'emmène à l'infirmerie. Où est Eriko quand on a besoin d'elle? C'est l'heure d'un peu de fanservice pendant qu'il la déshabille juste pour lui enlever la sueur. Sans conséquence, il parle de son collier qui lui semble familier et pense l'avoir vu quelque part où son père l'a emmené. Takuya emmène Kana au club de Mio et Yuki. En remarquant le diorama de l'endroit qu'ils ont fait, Kana souligne qu'il semble différent de la photo qu'ils ont prise. Alors qu'il s'y dirige, il voit Toyotomi discuter avec les travailleurs pour qu'ils continuent à travailler. Kana les supplie de s'arrêter car un éclair va se produire. Des nuages sombres se forment. Les travailleurs écoutent Kana et arrêtent le travail, au grand désarroi de Toyotomi. Après avoir inspecté le mont Sankaku, Takuya accompagne Kana à son appartement. Apparemment, elle vit seule et un type suspect, Atsushi Hojo, l'attend. Il essaie de lui demander un rendez-vous. Elle refuse l'offre et son insistance pousse Takuya à l'affronter. Kana ne veut pas se battre, alors elle l'invite à entrer. Elle ressent une autre fièvre mais va prendre une douche. Takuya continue de voir Hojo espionner depuis l'extérieur. Takuya remarque des boissons alcoolisées et un relevé de compte de ses économies bien en vue. Kudai avait déposé sur son compte jusqu'à ce qu'il disparaisse. Il affirme que Kana en sait beaucoup, donc il veut des réponses. Kana l'admet, mais elle ne peut pas le lui dire maintenant. Au moins, Kudai lui a dit que le moment viendrait pour tout lui raconter. Elle lui propose de rester la nuit, mais il s'en va. Hojo est toujours là. Il avertit Takuya de rester à l'écart de Kana. Pensant que le tour de Takuya est terminé et que c'est le sien, Takuya change d'avis et reste.
Il fait un rêve étrange dans lequel il confronte Kudai au sujet de son mariage avec Ayumi, qui a 20 ans de moins que lui et qui est son étudiante. Bien que Kudai affirme que Takuya est amoureux d'Ayumi. Puis, alors qu'il est sur le point de révéler quelque chose sur Eriko et l'histoire, il est temps de se réveiller. Takuya voit Kana cuisiner et a une étrange sensation de l'avoir connue depuis longtemps, comme si elle faisait partie de sa famille. Il s'excuse si Kudai a fait quelque chose d'étrange avec elle, mais elle veut qu'il ait plus de foi en son père, car ce n'est pas le genre de personne qu'il pense. Quand Takuya veut faire quelque chose pour l'été, Mio suggère sa plage privée en dehors de la ville. Kana ne veut pas y aller, prétextant qu'elle ne se sent pas bien, mais comme Takuya lui dit qu'il n'y aura personne autour si elle s'évanouit, elle décide finalement d'y aller. Pendant qu'ils voyagent en train vers la plage, les garçons remarquent que Hojo les suit. À l'arrêt suivant, Takuya a élaboré un plan. Dans les toilettes, Hojo l'intercepte et lui parle de son intention de faire en sorte que Kana révèle l'endroit où se trouve Kudai. Pour cela, il a seulement besoin de garder le pendentif de Kana en otage. Takuya rejette rapidement cette idée. Quand Hojo sort des toilettes, il croit que le train est sur le point de partir, alors il saute pour monter à bord. Les garçons le trompent car ils avaient attendu dehors et il finit par monter dans le mauvais train qui voyagera sans arrêt jusqu'à la destination finale. Pendant ce temps, les garçons continuent leur chemin vers la plage et le plaisir de l'été commence. Un moment, plus tard, ils se rendent compte que Kana a disparu, mais en réalité, elle était allée acheter une pastèque. Comme Mio n'a jamais fendu de pastèque, son père n'autorise pas cette activité barbare. Les garçons se moquent d'elle lors de sa première tentative. Puis c'est au tour de Kana, mais elle semble savoir exactement où couper et le fait à la perfection. Mio lui prête un maillot de bain supplémentaire pour que Kana puisse aussi aller dans l'eau. Après tant de plaisir sous le soleil, le sable et l'eau, ils retournent à la villa et Kana se rend compte que son pendentif a disparu. De plus, la nourriture pour le barbecue a également disparu et l'endroit a été saccagé. Takuya remarque aussi que son dispositif réflecteur a disparu. En entendant des bruits provenant du sous-sol, les garçons descendent pour voir un chien sauvage grogner vers eux. Le chien s'échappe et semble savoir exactement quoi faire, car il renverse des feux d'artifice et un briquet pour les faire exploser avant de s'enfuir vers les buissons. L'été ruiné, Takuya aurait pu redémarrer cette ligne temporelle, mais il décide de ne pas le faire. Kana est heureuse d'avoir vécu tout cela avec eux. Mio lui demande ce qu'elle pense de Takuya. Son cœur bat plus vite chaque fois qu'il est près d'elle, et il en va de même pour Mio. Alors, sont-ils maintenant rivaux? Pendant ce temps, Yuki, à moitié endormi, pense avoir trouvé les saucisses manquantes du barbecue et mord le membre de Takuya. Un moment inoubliable et totalement inattendu. Quand les garçons reviennent de leurs vacances, après que Takuya ait dit au revoir à Kana, elle s'effondre soudainement. Alors, s'agit-il simplement de fatigue due à toute l'émotion? Takuya trouve une vieille photo de Kana souriante. À côté d'elle, il y a une femme qu'il pense être sa sœur, mais il se rend vite compte que la photo a été prise au mont Sankaku. Il parle avec Mio pour connaître l'histoire de cet endroit. D'après ce que Mio lui dit, Takuya commence à penser que Kana vient d'il y a 50 ans. Même en examinant la géologie ancienne du lieu, il semble que quelque chose d'une autre dimension ait percuté cet endroit. Pendant ce temps, Hojo voit Kana. Elle lui dit que ce sera leur dernière rencontre et il accepte à condition qu'elle lui dise où se trouve Kodai. Sinon, il s'assurera qu'elle ne retourne jamais à l'école. Takuya parle avec Eriko à propos de Kana. Apparemment, ses parents sont à l'étranger et sont inaccessibles. En enquêtant davantage sur son historique, il découvre qu'elle a changé d'école 20 fois, portant ce nombre à 21 en remplissant un autre formulaire. Takuya surprend Hojo en train d'espionner à nouveau. Hojo lui propose un marché pour obtenir des informations sur l'emplacement de Kudai, mais Takuya refuse l'offre du détective. Le lendemain, lorsque Takuya est avec Kana, il lui demande à propos du pendentif et lui dit qu'il a vu quelqu'un qui lui ressemblait beaucoup quand il était enfant. C'était elle, mais Kana, au lieu de répondre, parle de ne plus vouloir de tristesse dans sa vie et d'en avoir assez d'être trahi et détesté. Il semble qu'elle ne veuille pas être amie avec lui. Hojo voit à nouveau Takuya et espère qu'il pourra placer un dispositif d'écoute dans la chambre de Kana pour l'espionner. Takuya détruit le dispositif. Ensuite, Hojo est vu en train de parler avec Ryusuji, qui en a assez d'attendre les résultats. Alors il l'hypnotise. Takuya est surpris de trouver un article qui révèle le passé sombre de Kana, qui serait allé dans des love hotels avec des hommes, avec des photos à l'appui. Avec l'aide de Yuki et Mio, ils parviennent à écraser les rumeurs et à éloigner les personnes qui ne se souciaient pas de toute façon. Takuya parle avec Eriko et il est encore plus déconcertant que, si c'était la raison des transferts scolaires de Kana, elle ait fait tous les transferts dans la région, comme si elle avait besoin d'être près du mont Sankaku.
Pourquoi personne ne se souvient de cela? C'est-à-dire, les rumeurs ne se sont-elles jamais propagées? De toute façon, Kana vient de soumettre une vidéo de son formulaire pour se transférer à nouveau. Je suppose que nous savons maintenant où se dirige Takuya. Takuya confronte Kana, convaincu qu'elle est la même personne qu'il a rencontrée pendant son enfance et qu'elle n'a pas vieilli parce qu'elle a constamment changé d'école pour éviter les soupçons. Il se demande comment il est possible que les gens ne se souviennent pas d'elle. En la pressant de parler de son passé, Kana explique à la troisième personne que la femme sur la photo avec elle était sa mère. Ils ont vécu une vie normale jusqu'à ce que sa mère décède. Après cela, Kana a dû recourir à la prostitution pour survivre. Finalement, Kudai et sa femme l'ont accueilli, mais cette situation a également pris fin lorsqu'ils ont disparu. Takuya lui assure qu'elle n'est pas seule, ce qui mène à un moment gênant lorsque Kana lui demande s'il la regarderait si elle se déshabillait. La situation devient plus sérieuse lorsque Hojo appelle, menaçant de tuer Takuya si Kana ne le retrouve pas au parc. Takuya est obligé de partir et plongé dans la dépression, il est secoué lorsque Mio lui rappelle que Kana est son ami. Au parc, Takuya assiste à la scène où Hojo se montre agressif avec Kana, la pressant de révéler l'emplacement de Kudai. En réalisant que Hojo est impliqué avec Niarb et est devenu dangereux, Takuya intervient pour la protéger. Pendant la lutte, Kana admet que Kudai n'est plus dans ce monde, pas dans cette dimension. Elle explique que Delagranto, un lieu d'un autre univers, est d'où vient la mère de Kana et que tous les 400 ans, certaines personnes traversent lorsque celui-ci s'approche. Kudai avait voulu la rejoindre dans ce voyage, lui laissant le dispositif réflecteur qui provient de Delagranto. Bien que Hojo ne croit pas à cette histoire et au chaos qui s'ensuit, le collier que Kana porte se casse, indiquant que son état s'aggrave. Kana révèle que sa vie est liée au collier, qui contient du Seikit, et sans lui, elle mourra. Elle transmet à Takuya le dernier message de Kudai. Pour accéder à Delagranto, il faut les 8 joyaux. Le dernier joyau est caché dans la montre de son grand-père. Après l'avoir trouvé, Takuya se dirige vers la chambre funéraire sous le mont Sankaku pour activer le dispositif réflecteur. Cependant, Takuya ne prend pas Kana avec lui, la laissant seule, peut-être pour la dernière fois. Takuya arrive à Delagranto en sachant que sa mission est de sauver Kana, tout comme Kudai a tenté de sauver Eriko. Il se rend rapidement compte que les femmes dans ce monde ne peuvent pas survivre sans Seikit. Malgré son manque d'expérience à Delagranto, il avance sans réfléchir et finit par tomber d'une falaise. Après s'être remis d'une manière ou d'une autre, il entend le cri d'une fille demandant de l'aide. En la trouvant, il se rend compte qu'elle est muette. Ses tentatives de communication par gestes échouent, mais il parvient finalement à briser la glace. La fille se présente comme Sayles et est perdue dans le désert. En continuant, ils arrivent à une maison où ils rencontrent Tailia qui l'attaque par erreur, croyant qu'il est un intrus. Après un moment de tension, Aelia s'évanouit et lorsqu'elle se réveille, elle explique qu'elle est une garde qui défend les frontières de Delagranto contre les monstres. Elle est la dernière de son espèce, car les autres ont été dépassés par les attaques de monstres. Aelia croit que le désastre qui se produit tous les 400 ans pourrait être causé par la fureur de la nature, mais elle mentionne aussi la prophétie d'une prêtresse qui deviendra le réceptacle de la nature. De Dieu, gagnant un pouvoir divin mais perdant quelque chose en échange, comme la capacité de parler. Aelia pensait initialement que Xélès pourrait être cette prêtresse, mais après l'avoir vue traverser le désert, elle se rend compte que Xélès est vraiment l'élu. Dans la ville impériale, la disparition de Xélès est confirmée et l'empereur divin est informé. Aelia ne sait rien sur le Seikite, ce que Takuya recherche, mais elle l'aide pendant qu'il voyage à travers le désert vers la ville impériale. En chemin, Aelia combat plusieurs monstres, mais elle se blesse. Elle est préoccupée par sa sœur, Amanda, qui s'est enfuie, et sa santé se détériore également en raison d'une maladie inconnue. Malgré cela, elle continue d'avancer, espérant que Xélès remplira son rôle de prêtresse. Après avoir sauvé Xélès d'un autre monstre, Aelia s'effondre à cause de sa maladie et meurt, exprimant son espoir que Xélès protège le peuple. Takuya l'enterre, puis décide de continuer le voyage seul pour trouver Seikit dans les carrières. Son équipement est minimal, mais il s'aventure dans le désert, déterminé à trouver ce dont il a besoin. Cependant, son récipient d'eau fuit, et il se rend compte qu'il ne va pas avancer beaucoup. Lorsqu'il revient à la maison, il découvre que Sayles a disparu. Désespéré, Takuya la cherche et finit par la trouver, guidé par sa voix. Dans une tentative de l'aider, il l'embrasse pour lui transférer de l'eau et elle l'embrasse en retour comme si leur rencontre était destinée. Takuya semble s'être adapté à la vie dans cet endroit car il est maintenant marié à Sayles et ils ont une fille nommée Yuno. La vie de famille est heureuse et Takuya a repris le travail d'Aelia, s'occupant d'éliminer les monstres envahisseurs. Parfois, on est surpris de voir à quelle vitesse les enfants grandissent.
En à peine 4 ans, Juno se comporte déjà comme si elle était une adolescente. Malgré tout, Takuya n'a pas oublié Kana. Il continue de chercher les Seikit dans les mines du désert. Mais malgré ses recherches, il n'arrive pas à les trouver. Un jour, un monstre femelle apparaît blessé dans le jardin. Elle attaque Takuya, mais s'affaiblit rapidement à cause de ses blessures. Takuya découvre qu'elle vient de la capitale impériale et qu'apparemment, elle s'était échappée avec son fils. Malheureusement, elle meurt à cause de ses blessures. Pendant ce temps, Juno s'est fait un nouvel ami, un animal de compagnie qu'elle appelle Kun-kun. Peu après, Takuya croit apercevoir des humains. Cependant, ceux-ci s'éloignent rapidement, retournant vers le désert. Ce sont des gardes de la capitale impériale et en se rapportant à l'empereur divin, ils reçoivent l'ordre d'enquêter immédiatement. Un jour, alors que Takuya est dehors avec Juno, il aperçoit de loin ces mêmes humains près de la maison. Takuya pense à s'approcher pour leur demander comment traverser le désert, mais au moment où il entre dans la maison, il les trouve en train de retenir Seil. La scène est tendue, car cela semble être une situation dangereuse. Seil crie à Takuya, l'incitant à fuir. La manière dont les gardes essaient de vérifier la pureté de Seil est vraiment troublante. Takuya essaie de se battre, mais les gardes sont plus forts et il finit attaché. Face à cette situation, Seil s'est obligé de prendre une décision extrême et se donne la mort. L'esprit de Seil fait ses adieux à Juno et se fusionne avec elle. Les gardes ramènent le corps de Seil à la capitale impériale et confisquent également le dispositif réflecteur. Un trésor sacré qu'ils reconnaissent comme un objet volé par Takuya. À son réveil, Takuya trouve Juno à ses côtés. Elle n'est pas triste de la mort de sa mère, car elle sent que Seil vit maintenant dans son cœur. En fait, Seil peut communiquer avec Juno de temps en temps, bien que les autres ne verraient cela que comme si elle parlait à un ami imaginaire. Les soldats informent l'empereur divin qui, en apprenant que Seil a une fille, ordonne de la trouver car elle sera la nouvelle prêtresse chargée de poursuivre le rituel. Takuya et Juno sont obligés de laisser Kun-kun derrière eux car ils doivent traverser le désert. Ils n'ont pas assez de nourriture à emporter et ne peuvent pas faire du dragon une source de nourriture d'urgence. Le voyage à travers le désert est épuisant. Ils sont même trompés par un mirage qui leur fait croire que la ville est proche. Ils rencontrent également une étrange tombe avec des cercueils vides. Il est curieux de voir comment les soldats arrivent si rapidement à la ville, tandis que Takuya semble être perdu pendant beaucoup plus de temps. Peut-être que les soldats ont une meilleure navigation, il ne le sait pas. Avec le temps, leur chameau meurt et ils doivent se résoudre à le manger. Pour aggraver les choses, Juno s'affaiblit et commence à tomber malade. Puis un miracle se produit, il trouve une oasis. De plus, Takuya a de la chance, car une elfe attirante nommée Sarah se baigne dans l'oasis. Bien qu'elle le traite d'abord de pervers, elle laisse aussi entendre qu'elle pourrait être intéressée par lui. Sarah leur raconte qu'elle est originaire de la capitale impériale. Mais elle a fui à cause des problèmes qu'elle y rencontrait. Elle se moque du plan de vengeance de Takuya d'aller à la capitale pour frapper l'empereur divin, à tel point qu'elle décide finalement de les suivre pour voir s'ils parviennent à mener à bien leur mission. Lorsque la pluie commence à tomber intensément, Sarah les guide vers un temple pour s'abriter. Cependant, il s'avère que c'est un piège, car tous les soldats les y attendent. Takuya a une grande récompense sur sa tête, ce qui fait que les soldats ne peuvent pas laisser passer cette opportunité. Juno est capturée et emmenée, tandis que Takuya est arrêté et conduit dans une prison dans une carrière. Alors que Juno est amenée devant l'empereur divin, Takuya se trouve en prison et fait la connaissance de Bazuku, une connaissance du directeur. Il se lie également d'amitié avec d'autres prisonniers, Kartz et Deo. Il apprend la véritable signification de la survie lorsque Joe lui vole sa nourriture. Bien que la carrière où il se trouve n'ait ni mur ni gardien, personne ne peut s'échapper, car toute tentative de fuite entraîne une décharge électrique de la tour de Garcelle. Le travail des prisonniers consiste principalement à extraire des pierres sacrées, le Seikit, qui sont ensuite transformées en ornements pour les cercueils utilisés dans le rituel de la prêtresse. Un jour, Takuya remarque que les prisonniers se regroupent autour de quelque chose. C'est Kun-kun. Takuya, prétendant que c'est son animal de compagnie, est la cible de moqueries, car les prisonniers le considèrent simplement comme un animal de ferme. Takuya libère Kun-kun et accuse Joe d'avoir essayé de la manger. En conséquence, Bazuku le punit. Cet homme s'avère être un pervers. Cependant, plus tard, Takuya est attrapé en train d'essayer de voler une Seikite, ce qui pousse Bazuku à le punir à nouveau. Dans sa punition, Bazuku tente de l'interroger brutalement, soupçonnant que Takuya puisse cacher quelque chose. Malgré tout, Takuya commence à élaborer un plan pour s'échapper, cherchant des routes à travers les tunnels pendant 1 an jusqu'à ce qu'il trouve la dernière route.
Quand il va raconter à Quartz et Deo sa découverte, les gardes amènent une prisonnière rare, donc ils ne peuvent pas encore s'échapper. Après avoir volé une Sekite, Takuya tente de s'enfuir, mais Joe le devance et s'échappe en premier. En essayant d'utiliser un puits proche, Joe est électrocuté, mais Takuya est sauvé. Ensuite, Takuya est capturé et emprisonné. À ce moment-là, Bazuku vient de terminer de torturer Amanda, qui s'avère être la sœur d'Aelia. Pendant leur conversation, Amanda révèle qu'elle dirige la résistance qui tente de renverser l'empereur divin. Elle explique que tout le rituel qu'il réalise est un mensonge. La prêtresse est assassinée pour que l'empereur divin puisse s'emparer de ses pouvoirs et régner sur le peuple. Takuya décide de l'aider, car elle a des membres de la résistance infiltrés sur place. Amanda lui montre un signe secret utilisé pour communiquer avec les autres membres de la résistance. En rencontrant Quartz et Deo, Takuya découvre qu'ils font également partie de la résistance. Bazuku continue de tourmenter Amanda, allant même jusqu'à la rendre partiellement aveugle. Takuya planifie leur évasion avec Quartz et Deo. Ils doivent d'abord créer de la confusion, et pendant ce chaos, ils prévoient également de sauver Amanda et de s'échapper. Cependant, Garcelle est activé, ce qui rend leur plan encore plus difficile. Le jour où ils transportent le cercueil, Garcelle s'éteint temporairement, ce qui leur offre une fenêtre d'opportunité. De plus, ils doivent désactiver une tour de secours. Takuya se souvient que la façon de la détruire est d'y insérer une épée, car il l'a déjà fait auparavant. Cependant, ils doivent voir si les trois peuvent réaliser ce plan. D'autres prisonniers veulent se joindre à l'évasion, car ils souhaitent également fuir. Takuya est appelé dans la chambre de Bazuku, qui lui propose un marché. S'il parvient à faire parler Amanda, il lui permettra de voir Juno. Takuya accepte, mais il exige l'épée d'Aelia comme partie de l'accord. Bazuku semble accepter. La nuit où le cercueil est emporté, Takuya rencontre Amanda pour parler. Pendant ce temps, les prisonniers commencent une révolte. Bazuku veut activer Garcelle même si cela pourrait tuer de nombreux soldats. S'ils ne le font pas, il le fera lui-même. Pendant la révolte, Quartz parvient à lancer une épée sur la tour, qui reste incrustée dedans. Étonnamment, Garcelle s'active et la tour s'effondre. Bazuku, en activant la tour de secours, provoque l'électrocution des gens. Takuya libère Amanda alors qu'il se dirige vers la tour de contrôle. Bazuku les tend une embuscade, mais Takuya parvient à l'affronter et à le faire détruire les commandes. Dans un retournement du destin, Bazuku tombe du haut de la tour, apparemment parce qu'il n'y a pas de barrière de sécurité, et il tombe dans le cercueil. La tour est sur le point d'exploser, et Takuya et Amanda se retrouvent piégés. Face à cela, Amanda prend la décision de se suicider. Mais Takuya l'en empêche. À ce moment-là, Kun-kun, qui semble maintenant avoir évolué, apparaît pour les sauver. Kun-kun, qui est devenu en partie humain, surprend tout le monde, mais finit par s'effondrer d'épuisement, les laissant à la merci de la situation. Amanda donne un couteau à Takuya, lui disant qu'en tant que propriétaire de Kun-kun, il doit faire ce qui est nécessaire. Kun-kun devient leur nourriture d'urgence, car il reste encore un long chemin vers la capitale impériale. Tristement, avant de devenir la prochaine fille importante dans la vie de Takuya, Kun-kun décède. À mesure que le rituel approche, l'empereur divin envoie plus de gardes à la carrière pour récupérer le cercueil. Cela pourrait laisser la ville impériale avec moins de gardes, mais l'empereur divin délègue la responsabilité de gérer la situation à une femme masquée. Avant d'entrer dans la ville impériale, Amanda et Takuya se disent au revoir, bien qu'ils se promettent de se retrouver dans leur cachette. En chemin, Takuya est repéré par les gardes et commence à fuir. Heureusement, il est sauvé par Eriko, qui apparaît au moment opportun. Takuya est surpris de la voir là, tout comme de voir que Ryuzuji est également présent. Eriko utilise un dispositif pour que Takuya retrouve ses souvenirs. Il se demande à quel moment il les avait oubliés. Était-ce le fait d'avoir passé du temps avec celle qui lui a fait perdre ses souvenirs de la Terre? Eriko commence à parler de la causalité et comment elle a découvert que certains événements se répètent tous les 400 ans, ce qui entraîne quelque chose de terrible pour Della Grantia. Elle mentionne la possibilité d'une collision et remet à Takuya un dispositif. Une petite boussole qui est censée détecter les altérations dans les éléments de l'événement. Takuya observe que l'aiguille tremble, ce qui indique à quel point Della Granto est instable à ce moment-là. À son arrivée à la cachette, Takuya est pris en embuscade par les autres, qui le confondent avec un espion de la femme masquée. Cependant, Deo et Quartz parviennent à le sauver. Avec l'arrivée d'Amanda, elle partage l'information que l'empereur divin a choisi une autre prêtresse pour le rituel, qui aura lieu dans 2 jours. La femme masquée a été en train de détruire les cachettes de la résistance. Le plan est d'attaquer le château à l'aube. Amanda se montre nerveuse face à la grande incursion, consciente qu'il pourrait ne pas en sortir vivant. C'est la raison pour laquelle elle ne peut pas dormir cette nuit-là.
À un moment donné, elle demande à Takuya de lui chanter une berceuse. Takuya ne sait pas si elle parle sérieusement, mais la situation devient plus tendue lorsque Amanda lui suggère de faire quelque chose de plus intime. Cela provoque une grande surprise chez Takuya. Le lendemain, le groupe de résistance se divise en équipes. L'équipe d'Amanda parvient à s'infiltrer dans le château, tandis que le groupe de Takuya doit traverser les égouts, mais il rencontre des difficultés pour ouvrir les portes. Juste à ce moment-là, la femme masquée les trouve. Takuya se bat avec elle et en lui retirant le masque, il découvre que c'est Juno. Bien que cela ne soit pas une surprise pour lui, il se demande si Juno a oublié son père et continue de l'attaquer sans se souvenir de leur lien. Takuya parvient à s'échapper grâce à une distraction et retourne à sa mission. Dans une cellule souterraine, il trouve un prisonnier enfermé à l'intérieur d'une barrière. Le prisonnier semble connaître Takuya, qui reconnaît rapidement cet homme négligé comme étant Ryusuji. Apparemment, il a été trompé par l'empereur divin et par Mère. Ryusuji mentionne que pour qu'un dieu possède une prêtresse, elle doit renoncer à un de ses sens. C'est pour cela que Keiko est devenue aveugle. Xeles a perdu sa voix et Juno a sacrifié son cœur et ses souvenirs. Ryusuji sait comment rendre à Juno sa normalité, mais en échange de sa liberté. Takuya refuse d'accepter cette offre et à ce moment précis, Eriko fait irruption sur la scène. Pendant que Takuya parle avec elle, Ryusugi hypnotise Deo et Karts pour se libérer puis les attaquer afin de s'échapper. Eriko le poursuit tandis que Takuya et le reste reprennent leur mission. En arrivant devant la salle de la prêtresse, ils trouvent de nombreux gardes. Deo et Karts activent l'alarme des intrus, ce qui provoque le départ de tous les gardes de leur poste. Confus, Takuya entre et trouve Juno endormie. Quand elle se réveille, elle essaie de l'attaquer. Takuya parle à Seil, qui réside encore à l'intérieur de Juno, lui demandant de rappeler à sa fille sa famille. Juno commence à souffrir de maux de tête avant de lancer une attaque incontrôlée qui casse quelque chose. Le cercueil? Cela provoque le retour des souvenirs de Juno. Takuya la laisse à cet endroit pendant qu'il se dirige pour affronter l'empereur divin. Étonnamment, personne ne reste de garde avec elle. Quand Takuya est sur le point d'attaquer l'empereur, la femme enlève son masque, révélant qu'elle est Ayumi. Takuya n'est pas surpris. Dans la chambre d'Ayumi, elle lui présente ses excuses pour tout ce qu'elle a fait et lui rend le dispositif réflecteur. Ayumi lui explique qu'elle savait que ce jour viendrait et qu'elle est prête à lui raconter toute la vérité sur Della Grantia. En parallèle, Amanda et les autres membres de la résistance entrent dans une salle étrange grâce à la traîtresse Sarah qui travaille comme servante et les aide à ouvrir la serrure de la porte. Dans cette salle, un hologramme d'une IA leur révèle la vérité. Ayumi explique que la première fois qu'elle a été frappée par la foudre sur le mont Sankaku, Abel Grantia est arrivé. Ryusuji était déjà un leader à cet endroit et avec son aide, Ayumi a pris le contrôle d'un super ordinateur connu sous le nom de Mère, car les habitants locaux ne pouvaient plus le contrôler. En apprenant le grand plan de Ryusuji d'utiliser Mère pour gouverner le monde, Ayumi a scellé Ryusuji. Ensuite, elle a assumé le rôle d'empereur divin, car les paroles de Mère étaient absolues. Ayumi révèle qu'il y a des millions d'années, une civilisation avancée existait sur Terre. Mais un jour, les scientifiques ont prédit que des météorites détruiraient toute la planète. Dirigés par Grantia, ils ont créé une technologie pour déplacer une partie du monde vers une autre dimension. Cependant, cette nouvelle dimension n'était pas habitable, ce qui a conduit à la modification des êtres vivants pour qu'ils puissent s'adapter. Les êtres qui ont échoué dans le processus d'adaptation se sont transformés en monstres. Pour survivre, ils ont tous besoin d'un minéral appelé Seikite. Grantia a commis une erreur en calculant l'orbite de la dimension, ce qui entraînera la collision de Della Granto avec la Terre dans 400 ans. Grantia, consciente qu'elle n'est pas immortelle, a téléchargé ses données dans Mère. Mais pour que son esprit se synchronise, un catalyseur est nécessaire, c'est-à-dire une prêtresse humaine. La collision entre Della Granto et la Terre détruira les deux mondes, bien qu'Ayumi sache que, même si la synchronisation est réussie, Juno sera tout de même détruite. Les membres de la résistance restent sous le choc en entendant cette terrible vérité, se retrouvant face à un dilemme. Accomplir leur mission signifierait la condamnation de tous. Bien sûr, voici le texte avec les questions converties en narration. Les combattants de la résistance sont sur le point d'être exécutés, mais l'empereur divin arrête cela, et au lieu de les punir, il leur demande leur aide pour sauver le monde. Takuya est également informé que le rituel pourrait envoyer la prêtresse dans un autre monde, bien que les chances que cela se produise soient d'1 sur 1 milliard. Cependant, même si les probabilités sont faibles, elles ne sont pas nulles. Takuya est préoccupé par la façon de dire cela à Juno, mais elle le sait déjà.
Elle a fait la paix avec la raison de sa naissance. Bien sûr, ce n'était pas parce qu'elle était le fruit de l'amour de Takuya et Sail, n'est-ce pas? Je suis désolé. Alors, il lui donne un bijou comme amulette. Il ne sait pas comment il va se téléporter vers elle si jamais elle l'appelle. Pendant ce temps, Eriko rattrape Ryuzuji. Il semble qu'elle veuille des réponses sur pourquoi il a anéanti plusieurs arbres d'événements. Ryuzuji est également intéressé à trouver la racine, car il ne peut pas mourir, mauvais moment et mauvais endroit. Eriko est emporté par un courant. Ryuzuji s'échappe à nouveau. Le jour du rituel, tout le monde se réunit sur la place tandis que Juno entre dans un dispositif pour se synchroniser avec Grantia. Le processus va prendre un peu de temps, alors Ryuzuji en profite pour faire irruption. Ne vous inquiétez pas, l'empereur divin l'avait prévu et crée une barrière forte autour de lui. Ryuzuji, en tant qu'être éternel, prend plaisir à détruire des vies, car tout ce qui vit finira par mourir. Il ne fait qu'accélérer le processus. Comme il avait déjà anticipé cela, il a un tour dans sa manche. Il ouvre une faille dimensionnelle d'où sortent des fantômes dimensionnels. De loin, ils ressemblent à des spermatozoïdes nageants. Ces âmes perdues non seulement terrorisent les gens, mais tentent aussi d'affaiblir la barrière. Si elles n'ont pas de forme, pourquoi les armes normales peuvent-elles les endommager? Quoi qu'il en soit, Ryuzuji ouvre également des failles qui aspirent à les personnes. Amanda est aspirée par l'une d'elles. Takuya essaie de la sauver, mais elle le lâche parce qu'elle ne peut pas l'entraîner avec elle. Adieu. Pas étonnant que la nuit précédente ait valu la peine et il reste encore 15 minutes avant la synchronisation. Eh bien, beaucoup d'autres vont mourir. Ryuzuji prend Yuki en otage dans l'espoir que Takuya détruise la barrière. Heureusement, il n'y a pas de pouvoir d'érection ici. Parce que si Ryuzuji s'échappe, le monde sera toujours détruit. Pendant ce temps, l'une des âmes est à Belle. Il trouve Eriko pour qu'il puisse mettre fin à tout cela. Ryuzuji, utilise Niarb sur quelqu'un pour briser la barrière. Le voilà. C'est si facile. Il aurait dû le faire dès le début. Maintenant que Ryuzuji est libre, il tue Ayumi. Sale bâtard. Ryuzuji se transforme en sa véritable forme pour tenter de s'échapper, mais Abel l'arrête. Mais Eriko peut-elle tirer à travers les deux? C'est pourquoi Abel doit lui dire combien il l'aimait. Il n'a pas réussi à trouver la racine, mais il a trouvé l'amour éternel. Oui, bang! Ryu, Suji et Abel disparaissent. Avec cette mission terminée, Eriko va disparaître car sa mission est accomplie et elle est renvoyée dans sa dimension. Takuya a un dernier moment d'adieu avec Ayumi. On pourrait penser que le monde est sauvé, mais les mondes continueront de se heurter, même si le rituel réussit. Juno parvient à parler à son père une dernière fois avant d'être envoyée dans l'autre dimension. D'après ce que je comprends, comme le dit Grantia, elle doit se déplacer plus vite que la lumière et voyager dans le passé. Alors elle le fait et Delagranto s'écrase contre la Terre avant même que les humains n'existent. Nous revenons maintenant au moment où Takuya venait de quitter Kana. Puis, en une seconde, il revient avec un Psychic cristallisé. Il se rend alors compte que la mère de Kana est en réalité Amanda. Donc Takuya est en réalité son père. Ensuite, Takuya commence à disparaître. Il ne peut plus être dans cette ligne temporelle, car il y a une autre fille avec qui il doit être. Takuya revient au point de départ. Sur le mont Sankaku, il court vers cette elfe sexy et nue qui n'est autre que Juno. Elle dit que Delagranto s'est écrasé ici il y a 8000 ans et est toujours en dessous de cet endroit. Alors, Juno va se fusionner avec les éléments. Comme disparaître, Takuya ne la laissera pas partir seule et sera toujours seule. Il se peut qu'il n'y ait que du vide, mais ils se sont l'un l'autre. Nous voyons Kudai observer ce qu'il a vu et ressentir de la jalousie envers lui. Parce que Takuya et Guno peuvent voyager entre les failles du temps, et c'est la fenêtre de la vérité de l'histoire qu'il a toujours désirée. Mais il continuera à chercher son propre chemin. Takuya et Juno, voyageant comme des instants et l'éternité, tombent sur un petit arbre qui se souvient de tout et décide de lui donner un nom. Et ainsi, nous arrivons à la fin de cette histoire pleine de moments épiques et de rebondissements inattendus. Commente quelle a été la partie que tu as le plus aimée. Laisse ton like et écris dans les commentaires quels autres animes tu aimerais voir. Je te donnerai un cœur. Au revoir.